Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Et les voix de la politique ce soir à 19h27 sur Sud Radio. Voici nos vraies voix. Je vous les présente tout de suite. Vous les connaissez bien sûr. Benjamin Lucas, porte-parole du mouvement Génération. Bonsoir à vous. Bonsoir. Maxime Thiebaud est avec nous, docteur en droit et essayiste. Merci mon cher Maxime. Tiens, merci à vous deux d'être là un 1er novembre, messieurs. Bah oui, c'est un plaisir. Sur le canapé avec un plaid devant la télévision. Quoi qu'il y ait rien. Plus il y a de chaînes, moins il y a de choses à la télévision. Avec une chrysanthème. Par exemple. Dans quelques minutes, nous allons revenir sur les propos du candidat Europe Écologie Les Verts. Interdire la chasse le week-end et durant les vacances scolaires. Yannick Jadot, évidemment, qui a provoqué le courroux des chasseurs et de leurs représentants. Willy Schren, notamment le président de la Fédération nationale des chasseurs. Interdire la chasse lors des vacances scolaires et le week-end. Approuvez-vous la proposition de Yannick Jadot? On en débattra dans quelques minutes, aux alentours de 19h45. Mais d'ores et déjà, vous pouvez voter sur Twitter, sur YouTube et le 0826 300 300 pour réagir. C'est le numéro du standard de Sud Radio. Mais dans l'immédiat, notre premier débat, faut-il débattre avec Éric Zemmour? Alors, pour Anne Hidalgo, c'est non. La maire de Paris a répondu non à la question ce week-end. Moi, je débat pas avec un négationniste. Je ne débat pas avec un raciste. Et je ne débat pas avec cette personne-là qui est en train de bafouer et de marcher complètement, de piétiner. Vous dites ce qu'est l'histoire de notre pays et ce qui est sa grandeur et ce que sont ses valeurs. Alors, un débat avec Zemmour, pour d'autres si vous voulez, mais pas pour moi. Moi, ce que je veux, c'est un débat avec la population, avec les Françaises et les Français, pour que tout le monde se réveille là. Elle a été moquée, Anne Hidalgo, sur les réseaux sociaux pour sa colère, ce que certains disent un peu trop surjouée. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, Maxime Thiebaud. Ah bah là, c'est un contre-feu. Ouais. C'est un contre-feu à sa sortie sur les TER où elle avait dit ça va pas quoi, qu'il n'y ait plus d'agents pour accueillir. Au demeurant, c'était pas absurde dans le fond que de dénoncer le fait que le service public abandonne les zones rurales. Mais là, elle est complètement en train de faire un contre-feu. Puis au demeurant, si elle veut plus parler avec les racistes, il faut qu'elle arrête de parler avec une partie de son camp, parce qu'on a quand même pas mal de racisme de la part de son camp, avec le racialisme, le wokisme, etc. Donc je me permets cette petite blague qui n'en est pas une, mais je pas très drôle au reste. Oui, mais c'est juste quand même, la tolérance, elle vient particulièrement assez bien de l'extrême gauche en ce moment. Mais Zemmour, si on veut le combattre, et si c'est l'objectif de Anne Hidalgo que de combattre Zemmour, qu'elle l'attaque sur le fond. C'est-à-dire qu'elle s'attaque à ses idées. C'est justement la question qu'on vous pose. Est-ce qu'il faut débattre avec Éric Zemmour? C'est l'un des rares gars de cette campagne présidentielle qui a des idées et qui en tout cas les pose sur la table. La droite se bagarre avec des étiquettes politiques. On a Michel Barnier qui a des convictions politiques mais on n'entend pas trop. On a Montebourg à gauche qui sort un petit peu. On a Yannick Jadot, on en parlera tout à l'heure. Mais parlons un petit peu des projets, des idées. Le problème de cette campagne présidentielle, c'est qu'on fait que des invectives. Et alors qu'Anne Hidalgo avait sorti quelque chose pour le coup intéressant sur la désertification des zones rurales, elle retourne dans la politique politicienne pour faire éclipser ces petites bourderies en disant qu'elle veut pas débattre avec Éric Zemmour, qui est un candidat qui est passé de 3% à 17%. Et à un moment, il faut un peu d'intelligence politique. Si elle avait vraiment voulu avoir une dimension présidentielle, elle aurait dit, moi j'affronte Éric Zemmour sur ces thèmes et je prouve qu'il faut pas voter pour lui. Elle a peur de débattre avec Éric Zemmour. C'est la question que l'on vous pose. Faut-il débattre avec Éric Zemmour? Vous votez sur Twitter, sur YouTube. Et puis on va accueillir Corinne qui nous appelle de Chamonix dans quelques instants. Elle a composé le 0826 300 300. Elle a peur d'Éric Zemmour, Anne Hidalgo? J'en sais rien, je crois pas. Une élection présidentielle. De débattre avec Éric Zemmour. Une élection présidentielle, c'est sérieux. La question, c'est pas. D'ailleurs, il faudrait demander à M. Zemmour si lui est prêt à débattre avec les autres candidats de ce que sont les préoccupations des Françaises et des Français. Le pouvoir d'achat, l'emploi, le climat. On est en pleine COP26, il se joue dans les années qui viennent l'avenir de l'humanité. L'avenir de l'humanité, rien de moins. Qu'est-ce qu'il en pense, Éric Zemmour? Quand je lis ce qu'il dit sur le climat, il nie la réalité du dérèglement climatique, il remet en cause la science. Donc là aussi, c'est la question, il faut la retourner. C'est est-ce que Zemmour est prêt, s'il est candidat, quand il sera candidat, est-ce qu'il est prêt à parler des vrais problèmes qui sont aujourd'hui, non pas ceux de la France d'hier, mais ceux de la France d'aujourd'hui et ceux de la France de demain. Pour le reste, moi je crois qu'il ne faut pas faire de cette présidentielle une espèce de combat de catch permanent, de buzz permanent. Il faut parler des vrais sujets. C'est un moment sérieux où se décide l'avenir de notre pays, ce que sont les réponses aux urgences du quotidien de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et les grands projets qui vont nous permettre de relever ce que sont les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.
c'est pas Halloween en permanence la présidentielle. Donc faut arrêter un peu avec. Mais d'un mot, par contre, effectivement, on ne débat pas du racisme, on ne débat pas de l'antisémitisme, on ne débat pas du sexisme de Monsieur Zemmour. Tout ça n'a pas sa place dans un débat démocratique aussi important que celui de l'élection présidentielle. Ce sont des délits qui ont parfois d'ailleurs été condamnés par la justice. Ce n'est pas un débat d'idées comme on l'entend dans une élection présidentielle. Alors, Zemmour est négationniste, antisémite et raciste, c'est ce qu'a dit Anne Hidalgo. Elle n'a pas dit antisémite, c'est un guignol. Ça, par contre, elle l'a dit. Et alors, de son côté, Fabien Roussel, lui, c'est même pas qu'il ne veut pas débattre avec Éric Zemmour, c'est qu'il aimerait que Éric Zemmour ne se présente pas à l'élection présidentielle puisqu'il va déposer une résolution contre sa candidature. Le candidat communiste Roussel veut rendre inéligible les condamnés pour incitation à la haine. Il veut faire adopter cette résolution à l'Assemblée le 2 décembre prochain. Le président du groupe LR à l'Assemblée, Damien Abad, lui dit pourquoi pas. Je vous rappelle par exemple que Jean-Marie Le Pen, lui, a toujours pu se présenter aux élections malgré ses diverses condamnations. Lui, ce qu'aimerait Fabien Roussel, c'est que ce soit finalement automatique. Je vous donne la réponse d'Éric Zemmour, la réaction d'Éric Zemmour sur Twitter. Il a traité Fabien Roussel de communiste d'opérette, totalitaire dans ses idées, pitoyable dans ses actes. Éric Zemmour qui en a profité pour rendre hommage à Jean-Luc Mélenchon avec qui il a débattu il y a quelques semaines, un vrai bolchevique à l'ancienne qui va au contact de l'adversaire sur la proposition de Fabien Roussel. Benjamin Lucas, est-ce que vous l'approuvez ? D'abord, on ne va pas laisser Éric Zemmour compter les points entre nous. Moi, je crois qu'il faut qu'on arrête de parler d'Éric Zemmour surtout, parce qu'en fait, sinon on rentre dans un jeu qui a été finalement celui de Trump aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on va le laisser fixer semaine après semaine ce qu'est l'agenda de cette élection présidentielle, qui, je le redis, est un rendez-vous démocratique majeur. Il y a aujourd'hui des urgences considérables pour la majorité de nos concitoyens qui galèrent à finir leur fin de mois, qui ont la trouille au ventre de l'avenir climatique qui nous est promis avec les scénarios du GIEC, avec les catastrophes qu'on vit aujourd'hui. Il y a plein de débats importants, intéressants, qui sont pas ceux des prénoms des uns, de la religion des autres, de la capacité des femmes à exercer le pouvoir. Enfin, vous rendez-vous compte où on en est arrivé avec ce monsieur. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on arrête d'en parler d'Éric Zemmour, qu'il faut qu'on arrête de lui donner le point à chaque fois et qu'on arrête d'avoir un débat sur aujourd'hui là les questions qu'on se poserait à gauche. Ce serait quelle est notre réponse face à Éric Zemmour. Je crois qu'il y a face à ce qui est indigne, ce que dit Zemmour est indigne. Il faut s'indigner, mais l'indignation ne suffira pas. Il faut un projet politique en face. Il faut une alternative. Il faut un projet qui rassemble aujourd'hui nos concitoyennes et nos concitoyens autour de l'urgence sociale, l'urgence climatique. On débat pas avec Éric Zemmour. Une élection présidentielle. Parce que plus on va le diaboliser, plus il va monter, Éric Zemmour. Mais moi, la question c'est, il est le diable, donc j'ai pas à le diaboliser ou pas le diaboliser. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, l'élection présidentielle, c'est un débat entre les candidats à l'élection présidentielle et les citoyennes et les citoyens. C'est ça le sujet. Et quand, avec Yannick Jadot, nous faisons des propositions sur la chasse, sur le pouvoir d'achat, sur l'énergie, sur le climat, sur l'école, par exemple, on parle aux Françaises et aux Français. C'est ça le sujet de l'élection présidentielle. On va pas se laisser enfermer et confisquer cette présidentielle par Éric Zemmour ou par celles et ceux qui voudraient, par un petit match avec lui, se faire pousser du col ou faire un peu le buzz quelques jours. Parce que tout ça, en plus, le sert. On l'a vu avec Trump aux États-Unis. Ce qu'est la stratégie historique de l'extrême droite, c'est que on focalise l'attention, le débat, le récit médiatique autour de leur sujet, de leurs propositions. Moi, je crois qu'il est temps qu'on fasse autre chose et qu'on pose les vraies questions de cette élection présidentielle, qui sont celles de la justice sociale, de l'emploi, du climat, de l'école, de l'avenir de la République. Maxime Thiebaut et juste après Corinne, on ne vous oublie pas, Corinne de Chamonix au 0826 300 300. Maxime. Vous dites à juste titre, faut débattre avec Éric Zemmour. Non, je vous l'avez dit au début. Non, vous l'avez dit au début. Je veux entendre les idées d'Éric Zemmour sur la justice sociale. J'ai pas dit ça. Non, vous l'avez dit juste avant. J'ai dit lui aujourd'hui refuse de débattre puisque lui il a débattu avec Jean-Luc Mélenchon. Mais il veut débattre sur ces sujets. Non, mais il a débattu avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, pour le coup, j'ai regardé le débat en me disant ça va être ennuyeux et j'ai apprécié le débat parce que j'ai trouvé qu'il avait de la hauteur historique, culturelle, de la part de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour, et j'ai trouvé que c'était très sain à l'approche de l'élection présidentielle que de voir ça. Là, la proposition de Roussel, tout ça, enfin c'est là, ouais. On est toujours dans la folie passionnelle, c'est-à-dire que le filtre, il existe déjà. On en parlait tout à l'heure, les 500 parrainages, c'est là où on filtre un candidat et qu'on voit s'il est crédible ou pas pour représenter des idées. On verra si Éric Zemmour. D'ailleurs, je dis que les maires qui parraineront Éric Zemmour seront complices de ses propos. Les maires ou les élus qui parraineraient Éric Zemmour seront complices de ses propos. Attendez, il ne s'agit pas de faire vivre la démocratie, il s'agit de cautionner la parole d'un raciste, d'un sexiste, d'un homophobe, d'un adversaire de la République et d'un négationniste. Emmanuel Macron n'aurait pas dû débattre avec Marine Le Pen en 2017. Mais c'est pas le sujet. Non, mais dans ce cas-là, il ne faut pas débattre. Non, attendez. Dans ce cas-là, il ne faut pas débattre avec Jean-Luc Mélenchon, avec les Verts. Ça n'a rien à voir. On m'a posé une question. Ça n'a rien à voir. D'abord, Jacques Chirac avait refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen. Donc la question se pose. Et il me semble pas que Jacques Chirac soit un antidémocrate, un anti-républicain. C'est une stratégie politique. Et ensuite, en 2017, ce qui s'est passé, c'est pas des sondages, c'est pas du buzz médiatique, c'est
le suffrage des Français qui a fait que le second tour, c'était Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Et donc, il y a eu un débat qui est organisé. On n'est pas dans la même chose. Aujourd'hui, ce sont des sondages. On est à très loin de l'élection. Les sondages, vous les aimez lorsque vous êtes bien placé. Est-ce que vous auriez apprécié qu'Emmanuel Macron, comme Jacques Chirac en 2002, refuse le débat avec Marine Le Pen? Je n'en sais rien. Je refais pas le passé. Ce que je sais, c'est qu'en plus, ce débat, il a plutôt été utile à montrer ce qu'était la réalité de Marine Le Pen. Mais ce que je veux dire, c'est que là, quand je vous dis sur les parrainages, puisque vous parliez de la question des parrainages, oui, il y a un filtre. Et donc moi, je dis aux élus de la République qui voudraient parrainer Éric Zemmour que c'est pas neutre de parrainer un candidat qui a été condamné par la justice pour incitation à la haine raciale. C'est pas neutre de parrainer quelqu'un qui dit que les femmes n'ont pas naturellement accès aux sphères de pouvoir parce qu'elles sont des femmes. Ce n'est pas neutre de parrainer un négationniste comme Éric Zemmour. Parce que là, on est dans des tunnels depuis tout à l'heure. Allez-y, on a mis le sujet. Ce qui serait pas mal, c'est d'y répondre. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que vous voulez défendre la liberté. Et globalement, quand on a un instant de liberté dans notre pays, il faut verrouiller. Lui, il pense pas bien, il faut pas qu'il se présente avec son présidentiel. Lui, il faut le filtrer. Lui, si. Non. Et en fait, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec personne. Vous êtes un peu caricatural. Non, mais c'est ça depuis tout à l'heure. Moi, si je voulais pas que les racistes se présentent avec son présidentiel, je serais foncièrement opposé que le candidat des Verts soit candidat. Quand on voit que vous avez manifesté avec les islamistes, quand vous voyez que vous êtes d'accord pour des réunions non racisées, moi je suis vous pouvez pas mettre un signe égal entre un candidat républicain quel qu'il soit et un candidat raciste comme Éric Zemmour. L'extrême gauche et les Verts compris ne sont pas républicains. Bon, c'est mon avis personnel. J'ai le droit de le penser. Pour autant, je serais fortement choqué. C'est de la diffamation, monsieur. C'est de la diffamation. Je vais vous dire, il faut pas bien longtemps pour aller voir sur Internet. Ah mais c'est de la diffamation. Certaines manifestations et Madame Rousseau, excusez-moi, elle est pas très tolérante envers les hommes. Il faut qu'on avance. Je serais fortement choqué. Je serais fortement choqué si le candidat des Verts ne pouvait pas être candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que le seul souverain en France, c'est le peuple français lorsqu'il met son bulletin dans l'urne. Et moi, je souhaite qu'il y ait une pluralité de candidats. Faut-il débattre avec Éric Zemmour? 0826 300 300. Corinne nous appelle de Chamonix. Bonsoir Corinne. Bonsoir Philippe. Et bonsoir à vous, Maxime Thiebaud, Benjamin Lucas et bien sûr les auditeurs de Sud Radio qui nous écoutent, qui suivent le débat comme vous. J'aimerais avoir votre avis, Corinne. Oh je crois qu'on est devenu ma boule. Je crois que le Covid, oui, parce que moi je suis ni Zemmour ni Mélenchon, les deux mérissent. Mais moi je veux que tout le monde ait la parole. Je veux dire, faut arrêter d'infantiliser les gens. La gauche, moi je suis de gauche, mais je ne sais même pas pour qui je vais voter, quoi. Parce que c'est l'interdiction. La candidate c'est Anne Hidalgo, du Parti Socialiste, du Parti Socialiste. Je voterai Montebourg, Mais la gauche, c'est interdiction. Monsieur Lucas, il a fait la campagne de Hollande. Mais Hollande, il a fait quoi? Il nous a créé Macron, il nous a fait des retraites de merde. Il nous a fait les 5 euros. C'est pour ça que j'ai quitté le Parti Socialiste, madame. Non, mais vous l'avez soutenu. Donc vous avez. Alors, vous allez voter pour Montebourg, qui était ministre de Hollande aussi. Bon, non, moi, j'étais pas ministre de Hollande. Montebourg, il a démissionné. Hollande et Macron, ils ont vendu 5 fleurons de la France. Donc, alors que Zemmour, il parle, que Mélenchon, il parle, alors que les deux mérissent, je m'en fous, moi. Parce que moi, j'ai 58 ans. J'ai connu où tout le monde pouvait parler, où il y avait des humoristes qui disaient des coluches, des proches, où il y avait des soirées polaques, où on fumait, on traitait de cons, d'enculés. Et personne ne choquait. Maintenant, on est outré pour rien. Et pour les femmes de Zemmour, vous voyez, il y a des choses parce que il faut écouter aussi. Moi, j'en ai marre que les femmes, on les infantilise. Les pauvres petits oiseaux. Qu'on protège les femmes battues entièrement. Ça doit être une cause nationale. L'égalité des salaires. D'accord. Mais je veux dire, on n'est pas des pauvres petits oiseaux. Il faut émanciper les femmes. Il faut pas. La gauche, c'est toujours les pauvres. Les pauvres, ils n'ont pas de travail, les pauvres, parce qu'ils sont pas. Non, ils ont les femmes, les pauvres. Non, mais attendez, il faut émanciper les gens. Les gens, il faut leur dire que la France est une chance, que la France est un beau pays. Mais si vous ne les émancipez pas, les gens, et que c'est toujours les pauvres, les pauvres. Mais tout le monde va se plaindre. Moi, je paye des impôts. J'ai 58 ans. Je suis honnête, j'ai travaillé toute ma vie. Je n'ai jamais eu un appel. J'ai eu des assédiques de temps en temps. Jamais d'appel. Est-ce que je vais me plaindre? Non. Donc, faut arrêter les conneries et écouter et laisser parler tout le monde. Je veux dire, le Français, il doit se faire une idée. Il écoute. Il réfléchit. Mais maintenant, Macron, il est un peu de gauche de ce côté-là, que de ce côté-là. Infantiliser les gens. Alors, si vous n'avez pas le pass, interdire. Vous n'allez pas au restaurant. Si vous faites ça, non, interdire. Toujours la gauche, c'est interdire maintenant. Mais moi, j'aimerais qu'on retrouve de la liberté. Et vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Artistiquement, on est nuls.
La musique, on reprend les années 70. Les écrivains, c'est Musso. On n'a plus de grands écrivains. Hein, à part Houellebecq, il n'y en a plus des très grands. Et quand vous voyez Banksy qui est en anglais, eh ben vous voyez, parce qu'il y a de l'émancipation, on émancipe les gens, on ne les infantilise pas, et on perd en art, en culture. Vous voyez, des gens, des philosophes, alors, on n'a plus rien qui nous fait réfléchir. Corinne, Benjamin Lucas va vous répondre, et juste après Maxime Thiebaud. Non mais Benjamin Lucas. Quelqu'un trouve dans ce pays qu'on n'entend pas assez Éric Zemmour. Quelqu'un trouve dans ce pays qu'il est bâillonné. La grande force de l'extrême droite, mais c'est historique et ça se vérifie encore aujourd'hui, c'est toujours de faire croire. Non, elle dit pas qu'on l'entend pas. Elle dit qu'il ne faut pas chercher à le bâillonner. Dire laissez-le parler, mais quelqu'un trouve qu'il ne parle pas assez. Éric Zemmour, depuis des mois et des mois, avec à grand renfort de milliards de Monsieur Bolloré, d'une chaîne qui aujourd'hui tourne exclusivement pour sa candidature, qui est CNews. Monsieur Zemmour, il peut fixer l'agenda politique et médiatique toutes les semaines dans ce pays, alors qu'il y a des questions graves et importantes qui se posent. C'est quand même effrayant d'entendre que M. Zemmour, il n'aurait pas librement la parole. Aujourd'hui, c'est lui la pensée unique, la pensée dominante. C'est puisque c'est autour de lui qu'il faut se déterminer ou se positionner toutes les semaines. Ça suffit maintenant. Ça suffit. En fait, oui, moi je suis pour de la liberté dans le débat. Je suis pour qu'on explore des idées. Je suis pour qu'on soit pas caricaturé. Quand on n'est pas sur la position de l'extrême droite, on est caricaturé en disant qu'on n'est pas républicain. J'ai entendu dire tout à l'heure que je n'étais pas républicain. Ça me choque. Pas vous. Ça me choque. Oui, mais vous prenez vos alliés ou mes amis. Mais ils sont parfaitement républicains. C'est pas parce qu'ils partagent pas la même conception. Bien sûr qu'elle est Zemmour, il donne le temps politique. Et enfin d'un mot, parce que quand même, Madame a dit aussi quelque chose. Oui, il y a une part de responsabilité de la gauche. Oui, enfin moi, pardon, mais Zemmour, ça vient pas de nulle part. Quand on fait la déchéance de nationalité, quand François Hollande et le Parti Socialiste défendent la déchéance de nationalité, on met dans la tête des gens l'idée qu'une proposition historiquement portée par l'extrême droite pourrait avoir cours dans le débat public. C'est une erreur fondamentale, c'est une faute grave, et ça permet aujourd'hui relire des petits livres d'histoire sur la Troisième République et la déchéance de nationalité. Aujourd'hui, sous la Cinquième République, c'est une proposition qui a été historiquement portée par l'extrême droite. Ça, c'est ce qui manque un peu. C'est ce qui manque un peu à l'extrême gauche, c'est une culture historique. Vous allez arrêter de me caricaturer. Non, je vous dis par contre, pardon, que la déchéance de nationalité dans la Cinquième République est une proposition historiquement portée par l'extrême droite et qu'à mon avis, elle a préparé le terrain à ce qu'aujourd'hui des gens comme Zemmour viennent déverser leur haine raciste. Une déchéance de nationalité pour un Français qui fait un acte terroriste sur le territoire national. Moi, je pense que quelqu'un qui s'attaque à la nation française, par principe, de toute façon, il est déchu de sa nationalité par son propre bon vouloir. Donc, il n'y a rien de bien choquant. C'est qu'elle s'attaquait aux binationaux nés français, mais quand vous êtes français, totalement français, né de deux parents français, qu'est-ce que vous attaquez à la nation, vous méritez pas d'être de la nationalité française. C'était pas le débat qui était posé par François Hollande. Oui, mais malheureusement, il n'est pas allé jusqu'au bout. Le débat de 2015, il s'attaquait aux binationaux nés français. Oui, mais il aurait pu s'attaquer aussi aux Français, tout simplement. Bon, alors on n'a pas le droit par rapport aux conventions internationales. Allez, pour conclure, Maxime Thiebaud. Pour conclure, moi, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Il faut aller sur le fond avec Éric Zemmour. On a vu un beau départ avec Mélenchon et Éric Zemmour sur un beau débat. Et là, on est en train de rebifurquer sur on l'attaque parce qu'il est raciste, antisémite et tout ce que vous voulez. Enfin, j'entends quand même des gens qui disent que Zemmour est antisémite, alors que Zemmour est juif. Enfin, c'est pour vous dire la passion et cette. Moi, j'appelle ça une folie passionnelle. Pardon, mais quand Zemmour dit Pétain a sauvé des juifs, c'est du négationnisme. Mais c'est une erreur. Et le négationnisme, il est le bras armé de l'antisémitisme. Politique que de revenir. Mais je suis pas d'accord avec les solutions de Zemmour et je suis pas d'accord avec sa stratégie. Je pense qu'il fait des grosses erreurs de remettre des débats historiques en pleine élection présidentielle, alors que tout est pas un débat historique de dire Pétain a sauvé des juifs. Pardon, c'est du négationnisme. Non, il y a des lois sur la Shoah qui disent, vous êtes juriste, vous le savez, il y a des lois qui disent qu'on ne peut pas nier la réalité historique de la Shoah. La base universitaire en histoire, c'est de débattre de tout. Moi, je pense que c'est une erreur complète que de considérer que Pétain a sauvé des juifs. Donc, quand on va vous dire la Terre est plate, vous allez dire organisons. Si Monsieur Zemmour arrive demain matin et dit la Terre est plate, organisons un grand débat sur CNews. La Terre est-elle plate et faisons un sondage. Si vous voulez débattre que la Terre est plate, on est en 2021 quand même. Où est-ce qu'on en est de l'intelligence collective? Où est-ce qu'une grande nation en est rendue? Vous parlez de la France et de sa grandeur. Où est-ce que la France en est rendue quand on va débattre d'ineptie pareille? On vous entend pas quand vous parlez en même temps. Faut-il débattre avec Éric Zemmour? Résultat sur le compte Twitter de Sud Radio, vous dites oui à 88%. Merci à vous, ma chère Corinne, d'avoir débattu pour le coup avec Benjamin Lucas et Maxime Thiebaud. Corinne qui nous appelait de Chamonix au 0826 300 300. Restez avec nous, les voix de la politique reviennent dans un instant. Benjamin Lucas qui reste avec nous, Maxime Thiebaud également. Interdire la chasse lors des vacances scolaires et le week-end. Approuvez-vous la proposition du candidat écologiste Yannick Jadot? Là encore, vous votez sur Twitter et YouTube. Et puis, je vous redonne le numéro du standard de Sud Radio 0826 300 300. J'attends vos réactions. À tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Et vous écoutez La Voix de la Politique sur Sud Radio. Bienvenue à vous, les Voix de la Politique, deuxième partie. Ce soir, c'est avec Benjamin Lucas, porte-parole du mouvement Génération, avec Maxime Thiebaud, docteur en droit essayiste. Et donc, interdire la chasse le week-end et les vacances scolaires, c'est la proposition du candidat écologiste Yannick Jadot, qui du coup fait voir rouge les chasseurs. Le candidat d'Europe Écologie Les Verts veut donc interdire tout simplement la chasse. Alors, tous les week-ends, durant les vacances scolaires, les chasseurs qui n'ont pas tardé à lui répondre, notamment la Fédération des chasseurs qui dénonce un diktat écolo. Je vais vous lire ce qu'a déclaré Willy Schren, le président de la Fédération nationale des chasseurs. Il y a une notion qui est sortie de la Révolution française, c'est celle de propriété privée, dit-il. La forêt dont parle monsieur Jadot, où il aime se promener, est privée à 85% en France. Dans les 15% de forêt publique, il y a déjà des accords. Souvent, on ne chasse pas le week-end, c'est normal, c'est l'État. Mais là où c'est privé, depuis quand devrait-on se soumettre à un diktat des écolos? Faut-il interdire la chasse le week-end et durant les vacances scolaires? Ça, c'est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux et j'aimerais avoir votre réaction d'ailleurs au 0826 300 300. Régis Arg est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, vous êtes directeur de la Fédération des chasseurs des Landes. Avant d'avoir la réaction de Benjamin Lucas et de Maxime Thiebaud, j'aimerais avoir la vôtre, mon cher Régis Arg. Je vous rappelle que la proposition Yannick Jadot fait suite à l'accident de Vallières-sur-Fière en Haute-Savoie, puisque jeudi dernier, un homme de 29 ans a reçu une balle perdue en plein thorax. Je vous rassure, son pronostic vital n'est plus engagé. Et j'aimerais vous donner ces chiffres-là. L'an passé, d'après les chiffres de l'Office français de la biodiversité, 141 victimes de la chasse ont été recensées. 11 personnes sont décédées. Régis Arg. Non, mais je crois que, en fait, on est tous épatés. On est épatés à quel point, finalement, en pleine COP26, le dossier chasse arrive à faire diversion sur le dossier écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vrais enjeux et les vrais défis écologiques qui sont majeurs dans notre pays et sûrement sur notre planète, on arrive à passer en boucle sur toutes les chaînes de télé les propositions qui visent à interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. Donc, il y a une véritable diversion avec des mesures qui sont mais qui sont absolument formidables. C'est-à-dire qu'on va interdire à des propriétaires de pratiquer une activité légale chez eux en encourageant d'autres personnes à pratiquer une activité parfois illégale, je pense à la cueillette des champignons, chez les autres. Donc c'est absolument fantastique. Donc bon, je crois qu'il y a là une vraie stratégie politique qui marche puisqu'on en voit partout, sur toutes les télés, sur toutes les chaînes de radio. Mais je crois que l'enjeu écologique de demain et même d'aujourd'hui, il est vraiment pas sur ces petits sujets. Sa proposition va peut-être un peu loin, mais en tout cas, on sent son ambition d'encadrer un petit peu plus la chasse. Est-ce que ça, vous l'entendez, Régis Arg? Je crois que n'importe qui s'intéresse un petit peu à l'activité cynégétique se rendra compte très vite que c'est l'une des activités les plus encadrées de notre pays. Il y a une multitude de règlements et d'actes législatifs sur cette question. La chasse est extrêmement encadrée, que ce soit sur les espèces, sur les périodes, sur les personnes, sur les lieux, il y a des réglementations sur tout. C'est extrêmement encadré. Et encore une fois, croire qu'il y a de la chasse partout, tout le temps, c'est ne pas se promener en nature. Je veux dire, les activités de chasse sont potentielles sur le territoire, c'est une certitude, mais dans la réalité des faits, la nature, elle est beaucoup plus tranquille qu'il n'est pareil. Alors, Maxime Thiebaud. Alors moi, je suis en train de passer le permis de chasser. Ah bon? Et je suis juriste en plus, et je confirme. Donc vous aimeriez bien pouvoir chasser le week-end, enfin continuer à chasser le week-end. Oui, non, mais en dehors de ce petit débat, c'est vrai que la réglementation est très dure. Et enfin, même en tant que juriste, c'est complexe. Il y a énormément de choses à apprendre. Et on apprend énormément de la nature. Et j'encourage même les gens qui aiment la nature à ne serait-ce que tester sur le site de l'Office français de la chasse le permis de chasser, parce qu'on apprend énormément de choses sur les animaux, etc. Bon, tout ça pour dire, moi je considère que la chasse, c'est un service public et il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on a une prolifération d'animaux qui sont parfois nuisibles ou qui sont nuisibles, notamment, je pense, c'est pas des animaux nuisibles, mais des sangliers. Si vous avez une prolifération de sangliers, vous avez des zones agricoles qui sont détruites, vous pouvez avoir aussi des terrains privés, des maisons qui peuvent être détruites, vous pouvez avoir des dangers, des menaces à l'ordre public, notamment vers les enfants, si vous avez trop de sangliers vers les villages. Enfin, le chasseur, c'est un agent du service public, il ne faut pas l'oublier. Et je ne veux pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Là, on a eu un problème, on a eu un chasseur qui a commis une erreur de sécurité, qui a fait un tir
qui n'était pas conforme à la réglementation. Il faut qu'il soit sanctionné sur le plan pénal et sur le plan administratif. Ça, l'enquête le déterminera. Il reste présumé innocent, ok, mais l'enquête le déterminera. Mais il ne faut pas mettre tous les chasseurs dans le même panier. On s'est rendu compte quand même que pendant le confinement, on a eu une diminution de la chasse et qu'on a eu des conséquences aussi bien pour les terres agricoles que pour certaines personnes privées qui ont été importantes parce que les populations animales n'avaient pas été régulées. Donc attention, il ne faut pas tomber dans le... 141 victimes de la chasse l'an dernier, c'est trop ? Mais bien sûr, mais toute victime de la chasse est trop. Et ça demande plutôt des moyens pour la police de l'environnement. Il faut savoir qu'en 2019, on a fait une loi, on a créé l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Le problème, c'est qu'on l'a dépossédé de ses moyens, qu'on n'a pratiquement pas de policiers de l'environnement. Les gendarmes n'ont pas le temps d'aller faire de la police de l'environnement. Ce qu'il faut, c'est contrôler la chasse. Comme toute activité, il faut qu'il y ait une police, et une vraie police. Et si on avait cette vraie police, je pense qu'il y a beaucoup de questions de sécurité qu'on arriverait à conforter, mais c'est pas en mettant en plus des nouvelles lois comme on le fait tout le temps en France quand on a une impuissance, on crée des nouvelles lois, c'est en mettant des moyens dans la police de l'environnement. Alors, Benjamin Lucas. Bon, d'abord, nous ne faisons pas la chasse aux chasseurs. Il n'est pas question de remettre en cause le droit à la chasse. Eux, ils ont cette impression. Vous avez évoqué un certain nombre de rôles que remplit la chasse dans la société. Il s'agit de l'encadrer mieux et différemment, de reconstituer notre pacte d'accès à la nature. Il y a 8 Français sur 10 qui sont favorables à ce qu'on interdise la chasse un jour par semaine. Ils sont ultra majoritaires. Ouais, on évoque souvent les sondages, etc. Bon, ultra majoritaire. Il nous apparaît il apparaît à Yannick Jadot qu'il y a un bonheur qui est simple, accessible à tous les Français, qui est celui de se promener en toute tranquillité le week-end dans la nature avec ses enfants. Interdire la chasse le week-end permettra de garantir aussi une baisse du nombre des accidents liés à la chasse. Pour moi, c'est une mesure, j'allais dire, de bon sens. C'est le week-end, il y a plus de monde dehors. Il faut que chacune et chacun puisse en profiter, qu'on se partage l'espace, que l'on puisse profiter sereinement de la nature, qui est encore une fois un des bonheurs simples du quotidien. On a tous ce bonheur-là, que l'on vive à la campagne ou qu'on y soit plus ponctuellement. Voilà. Par ailleurs, c'est important de redéfinir aussi notre mode de vie en société, et donc c'est une proposition pour moi qui est une proposition qui n'est pas de nature à effrayer qui que ce soit, qui n'est pas révolutionnaire, qui est un encadrement nouveau, différent de la chasse, notamment le week-end. C'est une proposition qui n'est pas du tout aberrante, qui s'entend complètement, hein. Mais moi je pense que c'est légiférer davantage alors qu'on a un manque de moyens. Je pense vraiment que c'est le manque de moyens sur la police de l'environnement qui serait la clé de cette sortie. Je pense au contraire même qu'en France on manque de chasseurs, on manque en réalité de gens amoureux de l'environnement qui s'engagent pour l'environnement. Vous savez, il y avait les députés, il y avait le sénateur Roger Carucci qui avait fait une proposition de créer une police de l'environnement, et les sénateurs écolos, avec le sénateur Dantec, avaient voté pour cette police de l'environnement. Et le gouvernement Macron était revenu dessus parce que c'était pas une idée à eux. L'idée, c'était quoi? C'était d'associer la population avec les chasseurs et avec la police de l'environnement pour qu'on comprenne ce qu'est l'environnement, qu'on se comprenne ce qu'est la nature et comment on doit la réguler. Et le problème en France, c'est qu'on le fait pas, ça. Et j'entends votre proposition, et pour le coup, elle est intelligente, même si je ne la défends pas, parce que malheureusement on a beaucoup de chasseurs qui ne travaillent pas le week-end et qui ne peuvent chasser que le week-end. C'est ça. Et si on ne peut pas chasser la semaine, on n'aura pas assez de chasseurs et on va avoir ce problème. Il nous reste 30 secondes. Régis Arc, très vite. Il nous reste 20 secondes sur cette police de l'environnement. Régis Arc. Les chiffres sur la sécurité, il faut les mettre en perspective. C'est-à-dire que vous avez des chiffres qui ont été donnés, mais qui ont été divisés par 4 concernant les incidents et diminués de 80% pour les accidents mortels. Et ensuite, sur l'accès à la nature, je n'ai entendu aucune réponse encore sur tout ce qu'on a entendu, c'est que la nature, elle est privée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller se balader chez une personne au petit bonheur la chance demain matin en allant chez une balle de fusil, monsieur, c'est pas vous que je vais apprendre ça. Elle se joue un peu des limites de propriété et du cadastre. Je pense. Là, on parle de l'accès libre. Merci à vous, Régis Arg. Le message est passé, directeur de la Fédération des chasseurs des Landes. Merci à Benjamin Lucas, porte-parole du mouvement Génération. Merci à vous, Maxime Thiebaud. Merci. Docteur en droit et essayiste. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le Loft Musique.